Bonjour, je suis Benoît Roy, président du Rassemblement pour un pays souverain. Je vous souhaite la bienvenue à cette première activité virtuelle du RPS et nous le faisons pour les 50 ans d'octobre 70. Pandémie et raisons sanitaires nous obligent à développer de nouveaux moyens pour rejoindre nos membres et sympathisants et tous les Québécois. Nous espérons recevoir vos commentaires d'ailleurs suite à cette première activité virtuelle. Pour réaliser cette conférence virtuelle, je tiens à remercier la radio Internet, Radio Infocité, et plus particulièrement M. Martin Lamontagne et M. Jean-Marc Drolet pour la réalisation et la mise en place technique de cette émission virtuelle. Nous voulons aujourd'hui souligner deux choses. Premièrement, montrer le nouveau visage graphique du RPS pour son 20e anniversaire d'existence. Le nouveau logo que vous avez devant vous, devant la caméra, est l'œuvre d'un concepteur graphique, M. Adrien Lorion. Nous l'en remercions chaleureusement. Deuxièmement, pour ne jamais oublier le 16 octobre 1970, où le gouvernement canadien de Pierre Elliott Trudeau promulguait la loi des mesures de guerre pour la première fois en temps de paix. Cette loi fut adoptée en août 1914 lors de la Première Guerre mondiale et permettait au gouverneur en Conseil du Canada de gouverner par décret s'il percevait une menace, une invasion, une insurrection réelle ou appréhendée. Dans le but de combattre le climat d'insurrection appréhendé, cette loi donnait des pouvoirs extraordinairement outrageux. En vertu de cette loi, il était possible d'arrêter et d'emprisonner une personne pour 21 jours et de perquisitionner sans mandat ou sans motif valable. Donc, le 16 octobre 1970, le gouvernement canadien de Pierre Elliott Trudeau réactivait cette loi de 1914 et suspendait les libertés civiles. La conséquence de la réactivation de cette loi des mesures de guerre fut 497 arrestations abusives et arbitraires et plus de 36 000 perquisitions. 497 personnes furent arrêtées sans motif, sans raison valable, dont des personnalités que nous connaissons bien, dont Pauline Julien, le poète Gérald Godin, le syndicaliste Michel Chartrand, pour le seul motif de leurs allégeances, soit syndicales, de gauche ou leur indépendantisme avoué. Des arrestations sauvages et brutales ont eu lieu, laissant dans certains cas les enfants de ces personnes arrêtées sans surveillance et seuls dans la maison. Depuis quelque temps, plusieurs groupes, dont le Parti québécois, demande des excuses du gouvernement canadien pour ces abus d'arrestation et de perquisition. Une motion du Parti québécois a même été présentée à l'Assemblée nationale en début d'octobre dernier, où les partis de la CAQ et de QS étaient prêts à l'appuyer et à l'adopter. Seuls les libéraux de Dominique Anglade ont refusé d'y apporter leur appui. Elle n'a donc pas été adoptée. C'est une honte. Au lieu de se faire les défenseurs des Québécois injustement arrêtés, ils ont préféré diluer la responsabilité canadienne en proposant leur propre motion qui n'a pas plus été adoptée et qui souhaitait que tous les paliers de gouvernement, provincial, municipal et fédéral, présentent aussi des excuses à leur tour. Ce faisant, elle camouflait la dimension politique de notre réalité nationale et diluait les torts et les responsabilités par le seul gouvernement canadien. Les libéraux du Québec sont une honte. Et aussi honteux est le refus du premier ministre canadien Justin Trudeau de s'excuser. Celui-là même qui s'excuse pour tout et avec raison, comme par exemple pour les mauvais traitements auprès des Autochtones et des Inuits, comme par exemple les injustices auprès des fonctionnaires fédéraux congédiés en raison de leur homosexualité. Il a même présenté ses excuses au nom du gouvernement canadien pour le refus de celui-ci, en 1939, de l'accès au Canada du navire MS Saint-Louis
où 900 Juifs à bord fuyaient le régime nazi et demandaient l'asile au Canada. Et M. Trudeau a fait plusieurs autres excuses encore, on le sait. Dans la foulée de ces refus de s'excuser de Justin Trudeau, je vous demande de souscrire à une démarche judiciaire historique d'un groupe se nommant Justice pour les prisonniers d'octobre 70. Cette démarche judiciaire de ce groupe consiste au dépôt d'une requête pour jugement déclaratoire en Cour supérieure visant à faire déclarer inconstitutionnelle la proclamation de la loi des mesures de guerre le 16 octobre 70, de même que le règlement qui l'accompagnait, et que la loi des mesures de guerre d'urgence adoptée en novembre 70. Un des initiateurs de cette démarche est M. Frédéric Bastien, candidat à la course à la direction du Parti québécois. Ce regroupement vise deux choses. Premièrement, que le gouvernement canadien présente des excuses auprès des victimes d'octobre 70 et une réparation pécuniaire pour les dédommagés. Sans jugement des tribunaux, jamais il n'y aura d'excuses ni compensation financière. Vous pouvez signer cette pétition et donner suite à cette démarche judiciaire en allant sur le site de www.justiceoctobre1970.org. Je vais le répéter. www.justiceoctobre1970 tout en un mot.org. Je vous remercie de votre collaboration. Maintenant, place aux conférences. Avant de débuter et de céder la place aux conférenciers, je tiens à vous informer qu'il y aura au terme de cette rencontre virtuelle une période de questions où vous êtes invités à y participer. Mesdames et messieurs, notre premier conférencier est un historien et ancien professeur à l'UQAM de 1969 à 2006. Né à Montréal, il a obtenu un baccalauréat au Collège Sainte-Marie, une licence en histoire à l'Université de Montréal et a obtenu une maîtrise en histoire sous la direction de Maurice Séguin et complété sa scolarité de doctorat à l'Université Laval avec le professeur Jean Hamelin. Il est le fondateur de la chaire Hector Fabre en histoire politique à l'UQAM et en a été le premier titulaire. Il a aussi cofondé le regroupement des chercheuses et chercheurs en histoire du travail au Québec et en 1992, il a fondé le Bulletin d'histoire politique, une revue qu'il a dirigée pendant 20 ans. Auteur d'une dizaine d'ouvrages écrits en collaboration, dont celui-ci, Mon octobre 70, la crise et ses suites, il a été un acteur de l'intérieur du mouvement du FLQ. Mesdames et messieurs, M. Robert Comeau. Merci, M. Roy, pour cette invitation. J'imagine que vous m'invitez aussi comme militant indépendantiste. C'est peut-être à ce premier titre, parce que dès l'âge de 17 ans, donc en 1962, je ralliais le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Par la suite, j'ai milité aussi au FRAPP. Et évidemment, pendant la crise d'octobre, j'ai joué un rôle pas très important, mais un rôle à l'intérieur de la cellule Information Vigée. Et mon livre, justement, après 50 ans, j'ai décidé de raconter cet épisode. Donc, c'est pas un livre sur l'ensemble de la crise d'octobre, mais c'est un ouvrage, Mon octobre 70, qui porte sur ma participation au FLQ, mon rôle dans le FLQ au printemps, mais surtout à l'automne 70. Vous avez évoqué dans mon CV différentes facettes de mon activité. C'est vrai que j'ai été enseignant à l'UQAM pendant presque 40 ans et je dois dire que mes recherches très jeunes ont toujours porté sur l'histoire de la pensée indépendantiste. J'aimerais dire qu'avant d'avoir publié Mon octobre, on a publié en 2 volumes une anthologie de tous les penseurs indépendantistes qui ont joué, qui ont présenté un argumentaire intéressant. Je me suis beaucoup intéressé à la pensée de l'historien Maurice Séguin de l'École de Montréal, qui est, à mon avis, l'historien qui a élaboré toute une sociologie du national.
Et disons que j'ai peut-être pas une grande œuvre à mon compte, mais je peux dire que j'ai incité beaucoup les étudiants, des étudiants des cycles supérieurs, à maîtrise ou au doctorat, à s'intéresser à la crise d'octobre. Donc, au niveau de la recherche, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui ont produit des travaux intéressants là-dessus. Et au niveau de l'animation, je peux dire que j'ai organisé de nombreux colloques et surtout certains pour rappeler ou commémorer d'une certaine façon les événements d'octobre. À chaque fois qu'il y avait une date significative, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a eu des colloques et ça a donné lieu à des publications comme cette année pour le 50e. Donc, je me définis aussi comme un diffuseur ou on dirait propagandiste de la question, puisque chez VLB, j'ai dirigé une collection qui s'appelait Études québécoises, qui a publié pendant 25 ans, à chaque année, 4 volumes d'indépendantistes. Alors ça, j'en suis très fier et je peux dire qu'il y a au-delà d'une centaine d'ouvrages qui sont parus dans cette collection chez VLB Éditeur. Et le bulletin d'histoire politique qu'on a évoqué tantôt existe encore. C'est aujourd'hui une grande revue que j'ai fondée là, en 95 et dirigée pendant plusieurs années. Et mon côté diffuseur ou, disons, propagandiste, ben, je continue à le faire d'une certaine façon à la radio, puisque depuis presque 12 ans, à Radio-VM, il y a une émission qui s'appelle Notre histoire en tête à 91.3 à Montréal, mais aussi dans 4 autres villes du Québec, où on a l'occasion de rencontrer des historiens ou des gens de sciences humaines qui s'intéressent à la question nationale du Québec. Donc, j'imagine aujourd'hui que dans mon livre, l'aspect principal, c'est ma participation donc au FLQ, et vous savez que tout ça a culminé dans une grande commission d'enquête, la commission Cable, qui a duré de 77 à 81, qui devait faire la lumière sur l'infiltration policière à l'intérieur du FLQ. Alors, donc, je peux peut-être maintenant aborder carrément mon ouvrage. Qu'est-ce qu'il y a dans cet ouvrage, mon Octobre 70, publié chez VLB? En fait, je me suis décidé, avec une certaine difficulté, après 50 ans, à écrire là-dessus parce que je voyais qu'il y avait toutes sortes de théories, toutes sortes de points de vue qui me semblent erronés. Entre autres, la théorie du grand complot, comme si la crise d'octobre était un coup monté par Ottawa. Ce qui faisait des felkistes, des manipulés, des marionnettes complètement du pouvoir. Je pense qu'il faut répondre à ça. Il y a eu de l'infiltration policière, j'en sais quelque chose, puisque j'ai eu au moins deux espions à mes côtés. Il reste que, fondamentalement, il y avait une révolte. Et dans mon livre, j'explique assez longuement le contexte, non seulement québécois, parce qu'à partir des années 68-69, il y a une véritable escalade au Québec, que ce soit l'opération McGill en 69, la lutte contre le Bill 63, les batailles à Saint-Léonard pour que les Québécois puissent avoir le français dans leur école, qu'on ne laisse pas aux immigrants le choix de la langue. Donc, il y avait plein de batailles qui se jouaient. Les grèves étaient très violentes, que ce soit à 7-Up, à Murray Hill, chez les taxis. Donc, il y avait tout un contexte de violence. Et moi, évidemment, le FLQ qui m'a le plus marqué, c'est celui de l'année, parce qu'il y a eu 12 réseaux en quand on regarde l'histoire du FLQ qui commence en 63, il y a eu plusieurs groupes différents, c'est pas un seul réseau. Le réseau qui m'a le plus frappé, c'est le réseau, évidemment, de Vallière-Gagnon en 65, 66. Et j'ai été particulièrement troublé lorsque Pierre-Paul Geoffroy a reçu 124 fois prison à vie puisqu'il a assumé les 30 bombes dont celle de l'importante bombe à la Bourse de Montréal. Donc, à l'époque, j'amenais mes étudiants parce que j'enseignais au Collège Sainte-Marie dans les années 67-68, plus à l'UQAM en 69. Donc, j'amenais mes étudiants souvent au Palais de justice voir les procès et c'était des occasions fort importante de politisation parce que la salle intervenait souvent. On faisait vider la salle et les étudiants qui avaient assisté à quelques procès comme ça, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, chacun des Vallière et l'autre ont eu au-delà de 40 mois de prison chacun avant même leur procès, donc avant d'être libérés pour leur procès. Donc, dans mon livre, j'explique pourquoi je me décide de parler après 50 ans. Je parle de ce que je connais. Je parle de, moi, mon rôle plus précis était de rédiger des communiqués
C'est un peu par hasard que je n'ai pas signé de carte de membre pour devenir au FLQ. C'est un de mes étudiants qui m'a demandé de rendre des services, de donner de l'argent, de prêter ma voiture, etc. C'est comme ça que progressivement, j'ai adhéré à des actions. Je ne connaissais pas où était détenu Cross ou Laporte et c'est pour ça que la police qui me voyait faire pendant les dépôts des communiqués pour informer les médias, la police, évidemment, me laissait courir pensant que j'irais un jour, à l'automne 70, à la cache où était caché Cross ou Laporte, mais c'est impossible. Donc, j'explique comment j'ai été, politisé vers ça. J'ai eu la chance au collège déjà de connaître l'interprétation de l'histoire de Maurice Séguin, qui est un penseur indépendantiste. J'ai eu la chance d'avoir Noël Vallerand, qui est plus tard devenu sous-ministre de Denis Vaugeois au Parti québécois. J'ai eu des excellents profs en histoire et c'est ce qui m'avait amené d'aller étudier en histoire pour bien comprendre pourquoi le Québec n'est pas encore un pays comme on pourrait le souhaiter. J'avais même invité Pierre-Éliott Trudeau à l'époque au restaurant pour essayer de le convaincre avec mon prof d'histoire. Disons qu'on se croyait capable d'à peu près tout. J'explique dans mon livre aussi comment la police s'est infiltrée dans la cellule Vigée à travers Carole Deveau. Je n'ai jamais recruté Carole Deveau, contrairement à ce qui s'est dit. C'est elle qui a pris l'initiative, pensant donc infiltrer l'ensemble du FLQ. Et donc, son rôle pendant l'automne 70 m'a amené tranquillement à me rendre compte qu'elle était probablement travaillant pour la police. Et effectivement, ce qu'on va voir dans mon livre, c'est que pendant toute la deuxième partie, c'est-à-dire après, une fois que tout le monde a été parti en exil ou arrêté, cette Carole Deveau va relancer des activités terroristes 13 fois avec des faux communiqués, des fausses bombes, et tout ça est contrôlé par la police. Alors, pour moi, le vrai FLQ, c'est le FLQ de l'automne. Mais à partir de 71 et 72, progressivement, même s'il y avait des Québécois très, très révolutionnaires et honnêtes, les cellules, les 13 ou 14 cellules que va lancer Carole Deveau sont contrôlées par la police, si bien que je vais la dénoncer en avril 71 et elle va être, évidemment, la police va mettre une autre personne pour jouer le même rôle. Donc, j'explique ce faux FLQ avec Carole Deveau et je prends un long chapitre pour expliquer la commission Keb où je suis amené avec 2 autres membres à la commission Keb. On était un peu au cœur des discussions et on n'a pas trop compris pourquoi le PQ nous isolait. On était 3 anciens felkistes et les 3 étions d'allégeance communiste. Donc, on voyait ça comme une attitude, non pas d'enquête sur la police, mais plus une enquête sur la FLQ. Donc, on avait pris parti de ne pas parler. Moi, à ce moment-là, j'avais dit que je ne participerais pas, je ne collaborais pas. Mais en ne collaborant pas avec la police, évidemment, il y en a d'autres qui ont parlé et qui m'ont mis sur le dos plein d'activités, plein de faits qui ne relevaient pas de moi. Si bien que je voulais, au moins avant de mourir, là, j'ai 75 ans, je voulais être sûr de clarifier les choses, ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Alors, je ne suis pas impliqué dans le FLQ de 71. Dans ce livre-là, il est question également d'une critique de la thèse de Louis Hamelin, non pas son roman, parce que c'est un bon romancier, mais il a fait aussi un essai qui s'appelle Fabrication, où il conteste la thèse officielle, c'est-à-dire ce que lui appelle la thèse officielle, qui est les rapports des commissions d'enquête, Keb et McDonald, qui montrent un nombre incroyable d'actions illicites, d'actions illégales commises par la police et qui raconte, il y a un des premiers rapports qui raconte ce qui s'est passé après avoir questionné les anciens felkistes à Paris. Duchesne explique vraiment sa version qui est, à mon avis, assez juste. Parce que depuis ce temps-là, il y a toutes sortes de complotistes qui inventent toutes sortes d'affaires qui ne sont pas la réalité. C'est pour ça que le livre Fabrication de Louis Hamelin, sur lequel je m'étends assez longuement, prétend que c'est en inventant des hypothèses, en allant dans les hypothèses qu'on peut réussir à rejoindre la vérité. Et ça, je trouve ça assez terrible de faire un procès du FLQ à partir de faits non avérés
Et je dénonce ces textes, à mon avis, très complotistes. Et j'ai un dernier chapitre, un 8e chapitre, qui porte sur ce qui s'est passé à Paris. J'en sais pas grand-chose. Et on peut se demander pourquoi j'ai parlé de ça, parce que j'ai quitté le FLQ fin janvier 71 pour me relancer dans l'enseignement, puis j'avais un mémoire à finir et tout ça. Après avoir fini mon mémoire, je m'en vais à Paris parce que je me disais, bon, tout est fini, je vais prendre des vacances. Et par hasard, quelqu'un me dit, mais rencontre donc le fondateur du FLQ à Paris, Raymond Villeneuve. Et évidemment, j'ai été suivi par la police, puisque pour la police, c'est clair que j'étais en mission commandée pour apporter de l'information, mais ce n'était pas ça. J'ai rencontré Villeneuve qui incitait à relancer le FLQ pour 71. Laissez-moi vous dire que là-dessus, j'ai essayé de... J'étais pas d'accord du tout. Pour moi, les éléments les plus importants étaient soit en exil, soit en prison. Et quand je suis revenu au Québec, évidemment, je me suis rendu à Bellefeuille où était un dernier repère de groupe qui voulait continuer l'action du FLQ. De ceux-là, je les connaissais puisque je les avais rencontrés à l'automne dans la cellule Vigée. Il y a donc ceux qui étaient parce qu'il faut dire que j'essaie d'en expliquer dans mon livre pourquoi on n'a pas été arrêté. Je n'ai pas été arrêté comme d'autres membres de la cellule Vigée et c'était toute une stratégie policière de nous laisser circuler et d'essayer de cerner, évidemment, par Carole Deveau, toutes les nouvelles personnes radicales qui étaient prêtes à relancer 71. Donc, le groupe de Bellefeuille, comme on dit, en 71, était contrôlé par la police. La police aurait pu arrêter ce qui s'est passé à Mascouche en 71, j'en suis pas mal convaincu, et c'est malheureux parce qu'un militant qui avait été un de mes anciens étudiants, un jeune, Pierre-Louis Bourret, a été assassiné à ce moment-là. On a laissé faire l'assassinat. Et bon, je pourrais lancer sur d'autres pistes, mais là, on n'a pas de temps aujourd'hui. Mais le dernier chapitre, donc, qui porte sur l'affaire Bachand, qui a été assassiné à Paris en mars 71, j'essaye de dire qu'il y a quelque chose de troublant dans le fait qu'il n'y a pas eu d'enquête, ni en France, ni au Canada. Et il y a heureusement un très beau film là, qui vient de sortir sur Illico, en 6 épisodes d'1 heure avec Antoine Robitaille, Félix, Dave Noël. Et je trouve que ces images-là mettent des visages et nous permettent de comprendre, enfin, tous les personnages qu'on a pu lire dans le livre de Louis Fournier. Louis Fournier, c'est celui qui a fait dans son 3e édition plutôt, vraiment un portrait très complet du FLQ. Et ce film-là, cette télésérie, permet de bien comprendre tous ces réseaux là, entre 63 et 71. Alors, je ne sais pas le temps, je crois avoir dépassé ou j'arrive à la fin donc du temps qui m'est alloué. Je voudrais vous dire, si j'ai un conseil, lisez l'ouvrage de Louis Fournier, c'est le meilleur, je pense, il y a des faits avérés. Pour chacun des réseaux, vous avez le nom des personnes qu'ils ont fait, les peines de prison. Vous savez qu'il y a eu au moins 250 personnes qui ont été impliquées immédiatement. Et pour ces 250-là, il faudrait ajouter au moins 2-3 autres personnes de sympathisants. Donc, il y a eu quand même un très grand nombre de personnes qui ont suivi l'activité des différents réseaux du FLQ. Et effectivement, il y a eu une dizaine de morts. Fournier parle de 300 bombes durant cette période-là de 10 années. Tout compte fait, je veux dire, c'est la mort des Felkis et la mort de Laporte sont des événements tragiques. Mais quand on regarde par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres luttes de libération nationale, que ce soit chez les Palestiniens, les Irlandais, les Basques, les Bretons, la Corse, dans tous ces autres pays où il y a eu des batailles parce qu'on était en guerre à l'époque. Là, aujourd'hui, depuis les années 80, ça semble un peu ridicule d'imaginer qu'on a pu penser à la révolution. On a pu penser de renverser le système, on a pu s'opposer, mais c'était le cas. Il y avait à ce moment-là un contexte qui explique ça. Alors, en terminant, je voulais d'abord remercier le rassemblement et je voudrais aussi remercier M. Roy de m'avoir invité, de m'avoir permis de parler de mon livre, dont le titre est « Mon octobre 70 », qui a été réalisé avec Louis Gill, avec l'aide de Louis Gill, qui n'était pas au Québec en 70, mais qui m'a donné un bon coup de main. C'est un des profs syndiqués, parce que j'ai été militant syndical aussi à l'UQAM. J'étais vice-président du syndicat des profs à l'université.
J'ai été dans toutes sortes de combats et je faisais confiance à Louis Gill, qui a été un militant exemplaire. Et voilà, le résultat, c'est donc le livre que vous avez entre les mains, qui est publié chez VLB, qui est accessible dans les librairies. Donc, merci beaucoup. Bonnes activités pour l'avenir. Bon, merci, M. Como. D'ailleurs, je voudrais montrer à la caméra le livre de M. Robert Como, Mon octobre 70, La crise et ses suites. C'est publié chez VLB Éditeur. Ça vaut vraiment la peine de le lire. Merci. M. Como, au nom du Rassemblement pour un pays souverain, pour votre engagement vis-à-vis du Québec et votre contribution à la cause patriotique et indépendantiste, c'est avec fierté que nous vous remettons les grandes palmes d'or patriotiques. Merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir. Je suis vraiment surpris et un peu ému parce que je ne m'attendais pas à pareil honneur. Là. J'ai fait ce que j'avais à faire. Alors, je pense qu'il y en a d'autres qui méritent ça parce que les militants, il y en a eu beaucoup, mais ça me fait plaisir. Merci. Vous pourrez les montrer. Oui, on peut les montrer à la caméra, s'il vous plaît. Bien mérité. Merci, M. Como. Notre prochain invité est un passionné d'histoire. Tout jeune, se développe chez lui une conscience politique et sociale. Après des études en cinéma et en télévision, il travaille comme monteur et scénariste à la web-série Temps mort. Il se lance ensuite dans la réalisation avec le documentaire Avec la gauche. Il co-réalisera avec Éric Piccoli le film Yes, dans lequel un artiste québécois va à la rencontre des Écossais à la veille de leur référendum sur la souveraineté. Il nous a livré récemment une œuvre remarquable, un documentaire qui est le fruit d'un travail gigantesque de plus de 10 ans de recherche, créant un fonds d'archives de plus de 50 000 documents consacrés au FLQ et à la crise d'octobre, et de recueillir de nombreux témoignages inédits. Mesdames et messieurs, le cinéaste du film Les Roses, M. Félix Rose. Bonjour tout le monde, merci au Rassemblement, merci à Benoît Roy de m'accorder cette tribune-là. Moi, les Roses, je l'ai faite parce que moi, je viens d'une famille de militants. Les Roses, c'est des militants indépendantistes, mais aussi pour la cause sociale. Parce que moi, le Québec que j'ai découvert à travers ma famille, parce que moi, je suis né en 87, donc la répression vécue par les Canadiens français, je ne l'ai pas connue. Mais à travers la généalogie, parce que moi, la généalogie, c'est ça qui m'a amené à découvrir le Québec, étant donné que quand j'ai su qui était mon père, quand j'ai su que mon père était impliqué dans une des crises les plus importantes de l'histoire du Québec, quand j'ai su que mon père avait été impliqué dans la mort d'un homme, Pierre Laporte, évidemment, ça a été un choc pour un enfant. J'avais à peine 6-7 ans. Mais au lieu d'en parler directement avec lui, le réflexe que j'ai eu, c'est de faire de la généalogie. Puis la généalogie, ça m'a permis de découvrir tout ça. D'où venaient nos racines ouvrières, la répression vécue par les Canadiens et Français. Donc, ça me replongé dans cette époque-là. Et avec comme l'outil qui m'intéressait, le deuxième outil qui m'intéressait, qui était le documentaire, parce que j'ai développé une passion pour le documentaire. Pour moi, à travers l'histoire de la famille, à travers l'histoire de la crise d'octobre, je pouvais raconter un pan qui était moins connu de l'histoire du Québec, qui était toute la lutte ouvrière, puis qui était toute la lutte sociale. Parce que moi, mon père me dit toujours que c'est ça qui l'avait interpellé en premier. Parce que lui, il vient de Ville-Jacques-Cartier, qui était une ville extrêmement pauvre, qu'on pouvait comparer à des favelas en Amérique latine. Il n'y avait pas d'eau courante, les sentiers étaient en terre battue. C'était vraiment la petite pègre qui avait le contrôle sur cette ville-là.
les élections, ça se gagnait à coups de bâton. Et il y avait le sentiment, comme d'autres gens de cette classe-là, que l'avenir pour cette classe-là était bouché. Parce que moi, il faut dire que mon grand-père travaillait à la Red Patch Sugar. La Red Patch Sugar, c'était sur le bord du canal de la Chine et c'était des conditions de travail misérables où tu travaillais dans le sucre, c'est des chaleurs épouvantables, tu étais obligé de parler en anglais au patron, donc c'était une forme d'humiliation. Donc ça, c'est l'univers dans lequel mon père et mon oncle ont grandi et que ils m'ont raconté. Dans le film, c'est un peu qu'on comprenne qu'est-ce qui mène à Octobre, les roses. Parce que souvent, on parle de la crise d'Octobre comme un événement. C'est un événement spectaculaire et qui a marqué l'histoire, mais on parle très peu de qu'est-ce qui a amené et le pourquoi. Donc, moi, je voulais sortir du comment et de savoir qu'est-ce qui a amené à ça. C'était ça ma quête. Puis moi, j'ai jamais voulu banaliser l'enlèvement et la mort d'un homme. C'est un geste extrêmement grave qui s'excuse pas. L'idée avec les roses, c'est de comprendre qu'est-ce qui mène à la violence. Parce qu'on parle beaucoup de la violence du FLQ, mais on parle très peu de la violence politique, puis on parle très peu de la violence policière de l'époque. Des gens, des militants de cette époque-là, qui avaient des idées à la base, puis il y avait des moyens pacifiques, parce qu'ils participaient à toutes les manifs. Il y avait beaucoup de manifs pour l'indépendance du Québec, il y avait beaucoup de manifs pour comme des événements pour rendre McGill français, parce que la majorité du financement des universités était à l'université anglophone. Pourtant, à l'époque, la majorité était francophone. Donc, toutes ces injustices-là, ces gens-là croyaient qu'ils pouvaient les faire avancer de façon démocratique, comme puis prendre la rue. Puis des gens comme mon père, comme mon oncle, qui ont fait ça pendant des nombreuses années, ont décidé de rejoindre la clandestinité et le FLQ le jour où Jean Drapeau a dit « C'est terminé le droit de manifestation à Montréal. Il n'y en a plus. » Donc là, ils se sont dit « Si le seul moyen qu'on a pour faire avancer nos idéaux, on nous l'enlève, tout ce qui nous reste, c'est la clandestinité. » Puis il faut se remettre dans un contexte mondial où on est à une époque où les gens avaient l'idée que les révolutions se faisaient par les armes. Il y avait la guerre en Algérie, il y avait la révolution cubaine, donc c'est sûr qu'ils étaient dans cette mouvance-là. Donc moi, c'est ça que je voulais montrer avec ce film-là. Puis les réactions, c'est sûr que la réaction du film a été très émotive. Moi, je ne m'attendais pas à ça parce que moi, ma famille est controversée, donc je m'attendais à une controverse. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont mal réagi au film, mais le film était assez bien reçu. Puis a été le succès le plus populaire en termes de documentaire de l'ONF francophone de son histoire récente, parce que dans le terme, dans la période où on vit de COVID, on remplissait toutes les moitiés de salles, donc ça a fait vraiment le bouche-à-oreille fonctionner. Et la grande surprise du film, à mon avis, c'est le nombre de jeunes qui ont été au rendez-vous. Il y a beaucoup de salles qui étaient remplies que de jeunes. Puis ce qui a été la surprise des propriétaires de salles. Puis moi, j'avais des conversations avec ces gens-là, avec ces jeunes-là. Puis souvent, qu'est-ce qu'ils me disent? C'est une histoire qu'on ne connaissait pas. C'est le Québec a tellement évolué à 50 ans que les gens de ma génération, les plus jeunes, n'ont pas conscience de où on vient puis toute la répression qu'il y avait à l'époque. Donc ça a été quand même, je pense, une découverte pour plusieurs. Puis pour moi, c'est une des réussites du film. Puis moi, il faut dire que moi, ma démarche est devenue beaucoup plus grande que celle des Roses. Parce que quand mon père est décédé, je me suis senti coupable. Tu sais, je me suis senti coupable de ne pas pu avoir enregistré son histoire. Parce qu'il est décédé assez rapidement. J'ai pas eu le temps de faire de témoignages avec mon père. Donc, je me suis comme un peu investi d'une mission que la parole des gens du FLQ. Parce que la majorité des gens du FLQ n'ont pas parlé. Tu sais, il y a quelques personnes qui ont parlé, mais la grande majorité ont décidé de ne pas parler pour plusieurs raisons. Donc, pendant les 8 années qui ont suivi le décès de mon père, j'ai fait de nombreuses entrevues avec des gens du FLQ de tous les réseaux. Parce que comme l'expliquait Robert, le FLQ n'était pas un bloc monolithique. Je veux dire, il est né en 63, puis à chaque fois qu'un réseau se faisait arrêter, un autre réseau naissait, puis qui n'était pas forcément connecté avec le premier. Puis avec tous ces témoignages-là différents, l'idée première, c'était de laisser ce point de vue aux historiens. Parce que souvent, quand on parle de l'Octobre, quand on parle du FLQ, on a beaucoup accès au point de vue plus politique, au point de vue journalistique, mais très peu le point de vue des gens qui ont créé les événements et à leur motivation. Parce que oui, c'est des gestes graves, puis moi, je banalise pas ça, mais il faut comprendre qu'est-ce qui mène à ça,
pour plus que ça se reproduise. Moi, mon explication, c'est quand tu arrêtes le dialogue avec la jeunesse, quand la main tendue des gouvernements n'est plus là, quand tu leur enlèves le droit de manifester, tu peux comprendre que des gens utilisent la violence quand c'est le dernier moyen qui reste. Si on fait une comparaison avec 2012, moi, j'étais pas étudiant, mais je participais aux manifestations. Moi, je l'ai vécu, ce sentiment-là. On avait un gouvernement qui décidait de ne pas rencontrer les leaders étudiants, qui décidait d'être odieux, d'être méprisant. Il faisait des jokes, on disait « Allez-vous trouver une job dans le Nord? » Et il a fait une loi anti-manifestation. Puis moi, j'ai vu le changement on était dans des manifestations assez festives avec des revendications claires et c'est passé aux émeutes parce qu'il y avait comme le fait que les jeunes se sentaient méprisés. Donc pour moi, c'est une leçon, puis c'est quelque chose qu'il faut comprendre quand on parle de cette époque-là, que la FFQ est une réaction à une époque, à des gouvernements qui utilisaient la violence puis qui empêchaient les indépendantistes de faire la promotion de leur idée qui était légitime. Puis, c'est les conclusions auxquelles j'en suis venu. Puis, pour revenir au témoignage, moi, l'objectif, c'est que ces témoignages-là soient accessibles un jour. Puis, ma démarche est allée plus loin que ça. Je suis allé chercher des archives. J'ai rassemblé des documents d'octobre pour que, justement, les historiens de demain aient une idée plus globale de qu'est-ce qui s'est passé et surtout, pourquoi ça s'est passé. Puis la démarche, qu'est-ce qui a découlé de ça? C'est que il y avait Flavie Payette-Renouf, réalisatrice, et les journalistes Antoine Robitaille et Dave Noël qui ont décidé de faire un projet sur Mario Bachand. Mario Bachand, comme l'a expliqué Robert, c'est un felkiste qui a été assassiné à Paris en 71, mais on n'a jamais su exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, à travers cette histoire-là, moi, je faisais en parallèle un projet documentaire sur l'histoire du FLQ avec Éric Piccoli, qui était là du début à la fin dans les deux projets, Les Roses et le dernier Felkis. Et on a décidé d'unir nos deux projets ensemble parce qu'à travers l'histoire de Mario Bachand, on pouvait raconter l'histoire d'à peu près tout le FLQ. Donc, pour moi, c'est comme ça faisait partie de la même démarche de donner la parole à ces gens-là pour la première fois, pour qu'on comprenne leur motivation. Puis moi, il faut que je le dise, j'ai beaucoup de respect pour les militants. Je viens d'une famille de militants, mais je l'avoue, je ne suis moi-même pas un militant. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est mettre la lumière sur des personnes et des sujets. Donc, je ne fais pas des films militants. J'ai fait des films plus personnels, comme Les Roses, je ne m'en cache pas. C'est une quête personnelle. Puis l'idée n'était pas de mettre les roses sur un piédestal en mesure, je ne voulais pas en faire des héros. L'idée, c'était de montrer le visage humain de ces gens-là, parce que souvent, les roses, en grande partie, on en a fait des terroristes, on les a dépeints, on les a réduits comme des tueurs. Mais pour moi, pour avoir grandi dans ce clan-là, dans cet univers-là, on ne pouvait pas réduire, par exemple, Paul Rose à un événement, parce que mon père était militant avant, puis il a été militant après la crise d'octobre. Puis c'est ça que je voulais montrer dans le film. Puis souvent, quand tu réduis les gens à des terroristes, tu ne te poses pas de questions sur les motivations. Tandis que si tu montres le visage humain, puis tu comprends la famille Rose, tu comprends ma grand-mère Rose que s'occupe une place centrale dans la famille, tu comprends dans l'environnement d'où ils viennent, l'amour dans ma famille a baigné dans l'amour. Donc quand tu vois que c'est des gens foncièrement bons, mais qui commettent des gestes aussi graves, là, tu te poses cette question, puis tu te demandes, mais qu'est-ce qui a mené à ça? Puis moi, c'était ça l'objectif avec les roses. Donc, j'espère que cette contribution-là va amener une goutte de plus dans la mer qui est la crise d'octobre, l'océan qui est de la crise d'octobre, pour permettre aux gens de mieux comprendre l'époque, puis de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, moi, je pense que ça résume assez bien les démarches pour lesquelles je l'ai faites. Pour ceux qui aimeraient voir le film est disponible gratuitement, accessible à tous sur le site de l'ONF, onf.ca. Et la série Le Dernier Felkis est disponible sur le Club Illico. Puis je pense que ça peut permettre aux gens d'avoir un autre point de vue, un autre côté de la médaille sur une période importante de notre histoire. Donc, merci tout le monde. Merci Benoît. Merci de m'avoir accordé cette tribune-là pour raconter un peu
mes démarches. Oui. Ben, c'est moi qui vous remercie, M. Rose. Et comme nous l'avons fait avec M. Comeau, au nom du Rassemblement pour un pays souverain, j'ai le très grand honneur de vous remettre les grandes palmes d'or patriotiques pour l'avancement de la cause patriotique et indépendantiste et votre engagement vis-à-vis du Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce prix. Puis c'est sûr que c'est très symbolique pour la famille parce qu'il faut dire que les patriotes de 1837 ont été d'une grande influence pour des gens comme mon père. Il ne faut pas oublier que la cellule s'appelle la cellule Chénier parce que Chénier a été tué dans une église qui a brûlé à Saint-Eustache. Puis mon père, moi, il me disait souvent, il n'y a pas de révolution spontanée, il n'y a pas de... Nous, on était très influencés par les patriotes de 1837, par leur combat. Puis pour nous, c'était continuer qu'est-ce qui avait commencé. Puis évidemment, quand il y a eu les grèves de 2012, pour lui, c'était d'autres générations qui continuent le travail. Donc moi, mon père m'a toujours dit que l'indépendance du Québec ou les révolutions sociales, ça ne se fait pas sur une courte période de temps. Ça se fait sur plusieurs générations et c'est aux générations qui suivent de continuer le combat de qu'est-ce qui n'a pas été gagné. Eux s'inscrivaient dans les périodes de 1837, ils étaient la continuité des grévistes d'Abestos. Et moi, je pense que c'est aux générations, dont la mienne, puis ceux qui vont suivre, de continuer ce travail-là. Donc, merci beaucoup, Benoît Roy, pour ce prix. Je remercie le Rassemblement. Merci, Robert, pour son allocution. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Très bien. Merci, M. Rose. Alors, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, permettez, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, il y a une période de questions qui est prévue au terme de cette conférence virtuelle. Alors, M. Lamontagne, est-ce que nous avons quelques questions? Une question pour Félix Rose de la part de Lise Drouin qui demande, d'ailleurs, je vais passer le micro directement. Est-ce que vous voulez en avant, M. Rose? Question de Mme Lise Drouin qui dit quel est votre sentiment, vous, d'avoir vécu dans une famille malheureusement célèbre ou heureusement célèbre, ça dépend de quel point de vue qu'on est, d'avoir été témoin de l'héritage de vos parents? Est-ce que ça vous a créé, est-ce que c'est un héritage qui est lourd à porter? Mais moi, il faut dire aussi que les gens pensent que ça a été comme toute ma vie, ça a été ça. Mais moi, je viens d'une famille avec beaucoup d'amour. Que ce soit mon père, ma mère, que ce soit le clan familial, dont j'ai jamais senti la lourdeur d'être un Rose. C'est sûr que comme enfant, je me posais des questions parce que l'homme que je connaissais, mon père était un homme assez doux, papa poule, donc ça correspondait pas au Paul Rose qu'on voyait dans les médias assez souvent, tu sais, Paul Rose, poing en l'air et tout ça. Donc, c'est sûr que ça crée un dérangement comme enfant, mais je viens d'une famille où j'ai été protégé de tout ça. Puis c'est sûr que Paul Rose, moi, dans mon entourage, les gens de mon âge, je savais pas c'était qui. Donc, je n'étais pas confronté à ça. Puis mon père, ma mère, quand il y avait des anniversaires d'octobre, il prenait quand même le temps de nous mettre ça en contexte puis essayer de nous expliquer ça. Et il nous protégeait de tout ça. Puis moi, j'ai jamais été en contact avec des gens qui détestaient mon père. Moi, mon père travaillait dans un syndicat, il travaillait à la CSN. Donc, moi, j'étais en contact avec des gens qui aimaient mon père. Donc, et les gens qui ne l'aimaient pas avaient le respect de ne pas l'attaquer sur la place publique ou quand les enfants étaient là. Donc, je ne peux pas dire que au contraire, j'ai eu une enfance très heureuse. Puis, grâce à la solidité du clan familial dans lequel j'ai grandi. Donc, c'est sûr que la première fois où j'ai été réellement confronté à ça dans ma vie, ça a été le décès de mon père. Là, c'est sûr que ça m'a ouvert encore plus les yeux à quel point mon père était un personnage controversé parce que tu avais Amir Kadir qui avait voulu un hommage à Paul Rose, qui était un élu dans ce temps-là.
Et tu avais les conservateurs qui avaient décidé de faire une motion pour empêcher toute forme d'hommage à Paul Rose. Et tu avais le Journal de Montréal qui disait autant aimer Paul Rose, autant aimer que détester. Non, c'est là, à la mort de mon père, c'est sûr que j'ai compris à quel point mon père polarisait, mais dans la bulle familiale, c'était loin d'être palpable, tout ça. Merci pour la réponse. Maintenant, la prochaine question à M. Comeau, s'il vous plaît. La question est de M. Julien Franqueur. Est-ce qu'on devrait un jour penser à ériger un monument aux gars du FLQ, tout comme on a érigé des monuments pour les patriotes de 37-38? Selon vous, selon votre perception de l'histoire, ou il est encore trop tôt? Je pense que là, il est trop tôt actuellement. On est encore sous le choc après l'échec des 2 référendums et tout ça. Mais moi, je pense que ces batailles-là, ça se fait sur des longues périodes. Je ne crois pas qu'on va arriver là, à court terme à une république laïque et démocratique et tout ça à court terme. C'est sur le long terme. Mais je pense que ça va être inévitable parce que les bases même sont tronquées. C'est-à-dire que la Constitution actuelle de 82 a été refusée par tous les partis politiques à Québec, par l'Assemblée nationale. Alors, c'est pas normal pour un peuple d'avoir une Constitution imposée. Il y a quelque chose, il y a un problème qui n'est pas réglé. Maintenant, je pense que dans le contexte actuel où la population est divisée vraiment en deux, là, on a vu au référendum 49-51, je pense pas que ça serait quelque chose qui serait facile à faire. Mais c'est sûr que, à mon avis, il va y avoir des changements. Il faut penser qu'on ne restera pas toujours dans la même situation. Moi, je pense que je fais confiance aux nouvelles générations. Je regrette peut-être de ne pas voir de mon vivant ce que j'ai toujours espéré depuis l'âge de 17 ans. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on espère, mais je pense qu'il ne faut pas désespérer. Je pense que ça va prendre toujours, en histoire, on s'aperçoit qu'il y a toujours des surprises. On pense que ça va arriver par la porte d'en avant, puis ça arrive par en arrière. On ne sait pas. Il y a toujours on ne peut pas prévoir ce qui va se passer exactement. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que c'est dans l'immédiat qu'on va ériger des statues, parce que le sujet est encore controversé. Puis on l'a perdu, on a perdu jusqu'à maintenant, mais c'est une bataille. On n'a pas perdu la guerre. La guerre, elle va continuer. Une dernière question, je crois qu'on a pour l'instant. Si vous avez d'autres questions sur le clavardage, n'hésitez pas, là, c'est l'occasion en ce moment. Monsieur Comeau, en tant qu'historien, quelle place aura le FLQ dans l'histoire du Québec, selon vous? Ça, je pense, j'ai découvert que c'était beaucoup plus important que je pensais. C'est sûr qu'au moment où on a participé aux événements, moi, je n'avais pas en tête du tout que dans une semaine après ou un mois après, ou même 10 ans après, on en parlerait encore. Mais j'ai vu, juste par exemple, voir au plan culturel, il y a une vingtaine de romans, sinon une trentaine de romans qui parlent du FLQ. Il y a des pièces de théâtre, il y a de la poésie, il y a c'est quelque chose qui est dans la mémoire des Québécois, je pense, comme étant un moment important de résistance. C'était dans la poursuite. On n'a pas eu beaucoup des moments de révolte, des moments de résistance. On parle toujours de 37, mais je pense qu'il faut penser que même si ça n'a pas donné les résultats qu'on aurait souhaité, parce que ce qu'on souhaitait à l'époque, c'était de libérer les 23 prisonniers. C'était pas la fin du monde. On voulait, comme ça se passait en Amérique du Sud, comme ça se passait au Brésil, comme ça avait lieu dans d'autres pays, on espérait, avec ce moyen-là, faire débloquer la situation. Bon, on a échoué, mais je pense que c'est un moment de résistance. Le manifeste du FLQ, quand même, moi, j'ai été étonné de voir comment ça avait touché les gens. On a eu un colloque il y a quelques jours organisé par la Société du patrimoine politique et il y a un professeur de l'UQAM qui est venu nous parler de comment le clergé québécois, dans les années 70, avait réagi au manifeste d'octobre. C'est fascinant. Même les évêques ont tous dit, autant les évêques que même les curés de la Gaspésie, disaient que, au fond, le portrait qui était donné, le constat qui était fait dans le manifeste, c'était tout à fait exact. Le niveau d'exploitation, la violence institutionnalisée. En fait, le FLQ, c'était une contre-violence. J'ai même lu dans l'éditorial de la revue Relations un texte de Guy Bourgeault, c'était la revue des Jésuites, qui disait comment la grève, il ne faut pas oublier qu'en même temps que la crise d'octobre, il y a une grève des médecins spécialistes qui sont contre la médecine
public, là, le système public, et qui font une grève. Et lui disait, comme curé, que c'était une violence institutionnalisée, que c'était aberrant et qu'il fallait réagir. Donc, j'ai trouvé ça intéressant que certains reconnaissent dans ces gestes-là de la violence du système. La violence. Ce que disait le FLQ, c'est qu'il y a une violence institutionnalisée et puis le FLQ a essayé de réagir à ça parce que, comme disait tantôt Félix, c'était pas juste la question culturelle de la langue, il y avait une exploitation économique, puis des injustices, des inégalités, des injustices fiscales, des injustices à mains égards. Et c'était une révolte importante. Donc, je pense que ça va rester dans l'histoire comme un moment important dans l'histoire du Québec. J'ai enseigné l'histoire du Québec pendant une quarantaine d'années et plus maintenant que j'ai pris ma retraite, je me dis on aurait dû en parler encore davantage parce que on voit aujourd'hui comment les jeunes ne connaissent pas ce qui s'est passé il y a 50 ans et on n'encourage pas l'histoire. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le cadre de 2 coalitions organisées à l'époque par la Société Saint-Jean-Baptiste pour améliorer les programmes d'histoire. On a gagné, là, maintenant, en secondaire 3 et 4, il y a des cours d'histoire un petit peu plus, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'enseignement d'histoire. C'est pas normal, par exemple, qu'au cégep, il n'y a pas d'histoire. Mais là, je veux pas m'étendre. Là. Je vais laisser à d'autres questions, peut-être. C'est une autre question que je vais reformuler à votre attention. Je vais la reformuler parce que pour qu'elle soit plus claire, à quel point cette révolte, la révolte du FLQ, a été liée ou a été influencée par des gens aux idées communistes qui étaient assez répandues à cette époque-là. Socialiste ou communiste, là, on peut jouer, mais à quel point on peut dire la gauche a joué une influence sur le FLQ à cette époque? Il y a eu dans les années 60 un mouvement spontané. Je ne pense pas que ce soit les communistes ni les étrangers qui ont amené ça. Il y avait dans la population en général, il y avait un sentiment de révolte qui était là. C'est sûr qu'à partir des années 69, ça commençait à peine, là, le mouvement à l'époque. C'était la mode là, du maoïsme, c'était Mao Tse-tung, la grande révolution culturelle. Ça va venir beaucoup plus tard, dans les années 74 à 80. Mais au moment du FLQ, c'était plus l'esprit de la décolonisation. Les Québec se voyaient comme des colonisés, des exploités. Et le modèle était plus le modèle de la décolonisation. Vallière-Gagnon ont essayé en 65-66, mais c'est pas le réseau qui a été le plus long puis le plus développé. Je pense que l'ensemble des Felkistes, c'était plus une révolte plus générale, mais qui était pas de nature aussi précise. Il y avait des analyses de classe à travers tout ça. C'est sûr que on voyait bien le travail des grosses compagnies, des financiers, etc., contre la classe ouvrière, mais c'était pas à partir d'une analyse théorique plaquée. C'était à partir des constats qu'on faisait chaque jour. Donc, je pense pas que c'était une affaire lancée par des communistes, là. Merci beaucoup, M. Comeau. M. Benoît, pour le mot de la fin. Merci, M. Comeau. Avant de faire le mot de la fin, M. Lamontagne, j'aurais une question personnelle qui s'adresse à M. Rose. Est-ce qu'il y a dans vos cartons un projet de film actuellement pour un proche avenir? C'est sûr que j'ai consacré les 8 dernières années à la période des années 60-70, à la crise d'octobre, au FLQ, à la famille Rose. Donc, mon premier projet, c'est prendre un peu de repos. C'est sûr que je crois, pour ce qui est du FLQ, la crise d'octobre est allée au bout de cette démarche-là. C'est sûr qu'il y a d'autres événements historiques. Moi, l'histoire, ça fait partie de mon ADN. Donc, il y a des crises comme la crise de Saint-Léonard, il y a des événements historiques que je trouve qui mériteraient d'être mis de l'avant. Donc, il y a une réflexion par rapport à ça. Sinon, le seul projet présentement que j'ai, c'est un projet de fiction qui s'appelle Le Train du Nord, qui est sur la fameuse piste cyclable, anciennement une voie ferrée du même nom entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier. Donc, c'est un film pour adolescents qui est comme une espèce de film sur la route, en vélo, un road movie en vélo. Puis l'idée, c'est tout le temps, c'est sûr qu'il y a des thématiques qui me sont chères, qui est le territoire du Québec, qui est l'histoire, que je permets de transposer à travers ces personnages-là. Parce qu'on parle d'identité beaucoup, on a parlé, comme disait Robert, on parle beaucoup de langue, beaucoup
beaucoup de culture, mais on parle très peu de territoire. Puis pourtant, le territoire, ça fait partie de qu'est-ce qu'on est. Moi, dans la famille Rose, c'était quelque chose qui était très mis de l'avant. Moi, toutes mes vacances là, que j'ai faites, je les ai passées au Québec, que ce soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ce soit en Gaspésie. Puis justement, mon père avait fondé avec plusieurs militants une auberge de jeunesse qui s'appelle la Maison du Pêcheur. Puis l'objectif premier, c'est que, parce qu'à l'époque, c'était majoritairement américain, le tourisme là-bas, les Canadiens français, les gens n'avaient pas le moyen de s'offrir des vacances en Gaspésie. Donc, ils avaient acheté une grange là-bas, puis les jeunes pouvaient venir gratuitement camper, mettre leur tente. Puis l'idée, c'était de se réapproprier le territoire, de dire ça, c'est à nous. C'est le joyau, la Rocher-Percé, la Gaspésie, donc ça fait partie de nous. Donc, mon oncle, à toutes les semaines, il se promenait à travers le Québec, il ramassait avec son écolonène, puis il ramassait des jeunes, puis il ramenait gratuitement à Percé, parce qu'à l'époque, si tu n'avais pas de 25$ dans les poches, il te renvoyait de l'autre bord. Donc, ça vous donne l'idée ben, c'est pour ça. Donc, moi, la thématique qui m'est chère, c'est le territoire, puis ça va être quelque chose qui va être au cœur de mon prochain film, Le Train du Nord, Le Petit Train du Nord, que j'ai co-scénarisé et qui va être réalisé par Eric Piccoli, avec qui je fais la majorité de mes projets. On est un duo créatif, donc ça vous donne une idée de qu'est-ce qui s'en vient, mais en premier lieu, ça va être surtout du repos. Merci. Merci, M. Rose. Alors, nous sommes rendus, chers amis, au terme de cette rencontre virtuelle. Je vous invite à nous faire part par courriel de vos commentaires. Qu'est-ce qui aurait à améliorer si vous le voyez? Nous allons les étudier sérieusement et nous allons essayer d'apporter des correctifs s'il le faut. Je voudrais remercier en terminant nos deux invités, M. Robert Comeau ainsi que M. Rose, et nos deux techniciens, Martin Lamontagne et Jean-Marc Drolet. Sans eux, ça n'aurait pas pu être possible. Je vous dis à la prochaine et vive le Québec libre.